Ce soir, on va parler numérique et transition énergie-climat. Avant de parler numérique, on va essayer de comprendre dans quel contexte on se situe, dans quel monde on évolue aujourd'hui, et les enjeux qu'on peut rencontrer, et quels impacts ça a sur le numérique. Tout d'abord, on va se définir ce que c'est l'énergie. Alors je vais prendre une définition qui est très simple. S'il y a des scientifiques, physiciens parmi vous, vous m'excuserez. On va prendre l'énergie dans sa définition la plus simple, c'est l'énergie, ça quantifie le mouvement. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de mouvement. À l'origine, il n'y avait que des humains sur Terre, on n'avait pas de machines encore qui travaillaient pour nous. Et en fait, pour pouvoir travailler, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir vivre, etc., on avait besoin d'énergie. Et cette énergie-là, on la trouvait dans la nourriture. Donc tout ce qui faisait, ce de quoi on se nourrissait. Et puis les âges sont passés, et on a trouvé d'autres énergies plus efficientes qui nous ont permis de faire des tâches plus complexes, comme le vent, l'air, le feu, l'eau. Et on a créé des moulins à vent, des moulins à eau, on a utilisé le feu. Et ça nous a permis de faire des tâches plus complexes avec moins d'énergie. Enfin, nous-mêmes, on consommait moins d'énergie. Et puis, il y a un peu plus de 150 ans, on a découvert des énergies qui étaient encore plus efficientes, le charbon, le pétrole. Et on a inventé tout un tas de machines qui utilisent ces énergies. Et en fait, c'est tout ce qui régit notre système de transport, c'est tout ce qui régit notre industrie, voilà. Globalement, nous fonctionnons au pétrole et au charbon, on va y revenir. Donc ce qui a fait cette évolution-là, c'est vraiment l'efficience de l'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, en gros, un plein d'essence, ce qui est contenu dans l'énergie, un plein d'essence contient autant d'énergie qu'il faudrait à un humain pour vivre 4 ans. Et en fait, aujourd'hui, on a plein de machines électriques qui tournent au pétrole, etc., qui fonctionnent pour nous. Nos voitures, tout ce qu'on achète, ça a été fabriqué avec des industries, ça a été déplacé. Toutes les machines qu'on a à la maison, les lave-linges, les lave-vaisselle, etc., c'est toutes des machines qui consomment de l'énergie, qui vont faire du travail pour nous. Et ce travail-là, on le quantifie. On le quantifie d'une certaine manière qu'on appelle les esclaves énergétiques. Un esclave énergétique, c'est comme si vous disiez, en fait, la machine, finalement, elle travaille pour moi gratuitement. C'est comme s'il y en avait des personnes qui travaillaient pour moi gratuitement. Et pour donner un ordre d'idée, en France, aujourd'hui, avec le train de vie qu'on a, c'est comme si on avait 400 à 500 esclaves énergétiques qui travaillaient pour nous. Pour une personne, c'est comme si on avait l'équivalent de 400 à 500 humains qui travaillaient pour nous. Ça, c'est la moyenne française. Dans le monde, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 200 esclaves énergétiques. Et aux États-Unis, par exemple, on est plutôt à 1200 esclaves énergétiques. Pour donner une idée du confort, du niveau de vie qu'on peut avoir. Donc, des esclaves énergétiques, beaucoup d'esclaves énergétiques, ça c'est le premier point. Deuxième point, la population elle augmente fortement. Pendant des milliers d'années, on n'a pas dépassé le milliard d'individus, et en 150 ans, on est passé de 1 milliard à 8 milliards. Donc, on voit clairement la courbe, la tête qui est là. Donc, beaucoup d'esclaves énergétiques, de plus en plus de monde avec une croissance exponentielle. Donc forcément, la consommation d'énergie, elle explose. Et il faut savoir que 85% de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui est d'origine fossile. Alors, en quoi c'est un problème ? Parce que les énergies fossiles, en fait, ce sont les énergies qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Là, on le voit clairement, tout ce qui est orange, c'est les énergies de fossiles. Donc là, c'est les émissions carbone par tonne équivalent pétrole. C'est une unité qui nous permet de mesurer la quantité d'énergie. Et derrière, on voit les autres énergies qui consomment peu. On a l'hydroélectricité, le nucléaire, le photovoltaïque, etc. Donc on voit vraiment qu'on a un gap entre les énergies d'origine fossile, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et les autres types d'énergie. Donc forcément, toujours plus d'énergie qui en grande partie est fossile, qui émettent des gaz à effet de serre, donc le niveau des gaz à effet de serre augmente fortement également. Pour rappeler ce que c'est un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui est stocké dans l'atmosphère, qui va absorber le rayonnement solaire, qui va émettre de la chaleur et qui va réchauffer l'atmosphère. Donc forcément, plus de gaz à effet de serre dit des températures qui augmentent. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, alors là c'est en 2017, en 2019 on est au-delà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les températures qu'on a aujourd'hui, on ne les a jamais connues mémoire d'homme. L'être humain, il est arrivé il y a à peu près 2,5 millions d'années sur la Terre. Il n'a jamais connu des températures aussi élevées, des climats avec des températures aussi élevées. Le réchauffement s'accélère et plus globalement, au-delà du climat, au-delà du réchauffement, l'humain, il a un impact considérable. Ça, c'est tous les indicateurs de développement humain. Donc on voit que toutes les courbes, elles sont en exponentielle quasiment. L'augmentation de la population, l'augmentation du PIB, la consommation d'eau, la consommation d'engrais, les télécommunications, le tourisme, etc. On voit que toutes les courbes sont exponentielles. Et ça a un impact sur le système Terre dans sa globalité.
Et on voit que les courbes, elles ont la même tête. Comment il réagit, lui, le système Terre? Il y a plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les océans s'acidifient, la biodiversité, elle s'effondre, la partie de forêt, elle s'effondre également, les terres domestiquées explosent, etc. Donc il y a un vrai impact sur le système Terre. Cet impact-là, on peut le résumer d'une forme très simple. La Terre, c'est un système. Il est sous pression. Et aujourd'hui, les 4 grands éléments qui font qu'on met de la pression sur le système Terre, ils sont les suivants. Un, c'est la population humaine. Alors la population humaine, il y a 2 aspects qu'il faut bien distinguer. Un, le fait qu'on est nombreux, et 2, le fait qu'il y a des inégalités qui sont extrêmement fortes. C'est-à-dire que les 10% les plus riches de la planète sont ceux qui émettent le plus par rapport à la population pauvre. Donc il y a des inégalités fortes qui font partie de l'équation. C'est ça qui fait aussi que l'enjeu est compliqué. Enfin, c'est un problème qui est compliqué à aborder. Deuxième point, c'est le réchauffement climatique, qui met également de la pression sur le système Terre. Troisième point, c'est la chute de la biodiversité. Aujourd'hui, on a quasiment éliminé 80% des espèces sauvages sur la Terre. Il reste 4% d'animaux sauvages, tout le reste étant des animaux domestiques ou des humains. Et enfin, ça c'est la petite surprise, alors surprise qu'on pourrait plutôt prendre sous la forme d'un cadeau empoisonné, c'est le fait que comme on met énormément de pression sur le système Terre, jusque-là, on avait un modèle qui faisait que on avait l'évolution des écosystèmes qui était prévisible, qui était contrôlable. Aujourd'hui, on bascule rapidement dans des systèmes qui sont imprévisibles, qui sont incontrôlables et qui basculent dans des états qui sont irréversibles. Donc, c'est des éléments qui font que c'est d'autant plus compliqué à savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Mais ce ne sera pas des choses qui seront très jolies à voir. Donc, par rapport à ça, on voit qu'il est nécessaire de réagir. Il est nécessaire de mettre en place des actions à tout niveau, que ce soit au niveau des sociétés, que ce soit au niveau des individuels, que ce soit au niveau des entreprises, pour pouvoir réduire cette pression qu'on met sur le système Terre. Et c'est ce qu'on appelle la transition énergie-climat. C'est une transition qui doit démarrer, qui a déjà démarré dans certaines filières, dans certains domaines. Pour certains individus, peut-être moins pour d'autres, mais c'est quelque chose qui doit se généraliser et qui doit être développé. Avant de parler de la transition énergie-climat, on va faire une petite distinction entre climat et météo. La météo, c'est le temps que vous avez tous les jours. On voit que le matin, il peut geler, la journée, il peut faire 10-15 degrés. On se dit, bon, on a gagné 15 degrés dans la journée. Est-ce que c'est réellement un problème pour les oiseaux? Est-ce que c'est réellement un problème pour les plantes est-ce que c'est un problème pour nous? La réponse, c'est non. On a l'habitude d'avoir des flux de température, des différences de température relativement élevées dans une journée. Ça peut aller jusqu'à 30-40 degrés dans certains endroits de la planète. Le climat, lui, on peut résumer ça à un climat, c'est une capacité à faire vivre un certain écosystème dans une zone et dans un temps donné. On est sur des échelles plus longues. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est l'Europe actuelle. On a des terres un climat plutôt aride, sec, chaud au sud, à l'est. On a plutôt un climat tempéré au centre, ce qui nous permet de faire fonctionner tout notre système d'agriculture. Et puis un climat plutôt froid, voire polaire, au nord de l'Europe. Ça, c'est l'Europe il y a 20 000 ans. En gros, la Scandinavie n'existait pas. Il y avait un glacier de 3 km d'épaisseur sur le Norvège, la Suède, la Finlande. Ce glacier et son cousin, qui était situé sur le Canada, en fait, absorbaient forcément l'eau qu'il y avait dans les océans. Et du coup, on avait un niveau des océans qui était 120 mètres inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui fait qu'on pouvait aller à pied, tout simplement, en Angleterre, puisque le point le plus bas au niveau de la Manche, il est de 114 mètres. Ce climat-là, il permettait de faire vivre 100 000 personnes à l'époque. On est sur des climats polaires très froids et relativement secs. Et en fait, la différence qu'il y a entre ces deux cartes, c'est une augmentation de 5 degrés sur l'ensemble de la planète. Donc le climat a augmenté de 5 degrés et ça donne cette différence-là sur nos terrains. Et une Europe telle qu'on la voit aujourd'hui, avec plus 2, plus 3, plus 4 degrés, c'est une Europe où en fait finalement il faut voir ça comme les climats du sud qui remontent vers le nord. Donc en fait le sud de l'Europe aura le climat nord-africain, quand le nord de l'Europe aura le climat du sud de l'Europe. Donc on voit qu'il y a vraiment des grosses différences. Ça veut dire l'Espagne désertique, le sud de la France désertique, etc. Donc il y a des vrais impacts. Quand on parle de plus 2, plus 3 degrés, c'est une échelle qui est énorme. De fait, les pays en sont relativement conscients et en 2015, ils se sont rassemblés pour définir les accords de Paris. Les accords de Paris, l'objectif c'était de rester nettement en dessous des 2 degrés avec pour objectif initial plus 1,5 degré.
Alors il faut savoir que les 1,5 degrés, on les a quand même relativement vite oubliés, on s'est focalisé sur les plus 2 degrés. On va quand même se poser la question de savoir pourquoi le plus 1 degré il est important. Tout d'abord, au niveau des océans, à plus 1,5 degré, il y a 70% des récifs coralliens qui meurent. À 2 degrés, c'est quasiment 90 à 95%, voire la totalité des récifs coralliens qui meurent. Ça, c'est un point qui est important parce que les coraux abritent un quart de la vie marine et sont source de nourriture pour 1,5 milliard d'êtres humains. Pourquoi 1,5 degré? On a les insectes qui sont clés pour la pollinisation, de nos cultures notamment. Et en même temps, c'est un des maillons premiers de la chaîne alimentaire. Si vous les enlevez, c'est le reste de la chaîne alimentaire qui s'effondre. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà qu'en 2020, on a perdu 80% de nos insectes en 30 ans, et c'est à peu près les mêmes données sur l'ensemble de la planète. Et à plus 1,5 degré, on réduit de taille la moitié de leur habitat. Donc en gros, on leur rajoute une contrainte supplémentaire, sachant qu'ils sont déjà pas forcément en très bonne position aujourd'hui. Entre plus 1 degré et plus 2 degrés, c'est plus 1 mètre au niveau du montée de la mer. Donc on se rend compte que pour toutes les villes côtières, il y a notamment, on retrouve la Chine, en Inde, les Pays-Bas, des villes en France, on a Miami aux États-Unis, etc. Et ça va être un impact énorme. Et enfin, tout ce qui est phénomène météorologique, canicule, sécheresse, tempête, inondation, événements météorologiques extrêmes, incendies, ça devient plus fréquent et ça devient plus intense. Les vagues de froid y compris. C'est un des éléments un peu paradoxal du réchauffement climatique, mais avec le réchauffement climatique, vous pouvez avoir des vagues de froid qui sont plus importantes et vous pouvez battre des records de froid. Mais encore, il y a des études qui ont été faites et pour chaque degré de réchauffement supplémentaire, on perd 10% de rendement de l'agriculture. À chaque hausse de 0,5 degré supplémentaire, on a une hausse de probabilité des conflits armés de 10 à 20%, simplement parce que la clim, elle ne marche pas forcément. Non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que il y a des contraintes qui sont faites au niveau, il y a des tensions qui sont faites au niveau des réserves de nourriture, au niveau des ressources en eau. Il y a des immigrations qui se font du fait de la montée des eaux, du fait de zones qui deviennent invivables du point de vue climatique. Enfin, pour plein de raisons différentes, en fait. Et puis, le changement climatique a été identifié comme la plus grande menace mondiale pour la santé au cours du siècle qui arrive. Sachant que plus le réchauffement est important, forcément, plus cette menace elle va être conséquente. Et on le voit déjà un peu avec l'épidémie qu'on a en Chine. Même si on en fait un peu tout un tas, ça fait partie de ce qui nous attend dans le futur. Et donc, si on reprend les accords de Paris, c'est une cible à 2 degrés en 2100. C'est-à-dire, si on respecte les accords de Paris, on a une augmentation de température de 2 degrés à la fin du siècle. Sauf qu'il y a un rapport de l'ONU qui est sorti en 2019, à l'octobre 2019, qui est le Production Gap Report, et qui dit, ben non, en fait, on a sous-estimé les effets de gaz à effet de serre, et c'est pas plus de degrés si on respecte les accords de Paris, c'est plus 3 degrés en 2100, et aujourd'hui, aucun pays, même la France, ne les respecte pas. On est à 50% de plus d'émissions qu'il faudrait pour atteindre une cible à 3 degrés. Donc on voit qu'il y a quand même il y a des conséquences qui peuvent être relativement graves et qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement forts là derrière. Ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est les scénarios probables de où on se dirige pour la fin du siècle. Aujourd'hui, en 2019, la température globale sur la planète est augmentée de 1,1 degré. En 2040, on aura atteint les 2 degrés quoi qu'il se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une certaine inertie. Aujourd'hui, les gaz qu'on émet, les gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, on verra les impacts dans 20 ou 30 ans. Ça veut dire que les effets qu'on ressent du réchauffement climatique aujourd'hui, c'est les effets des émissions d'il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que le climat jusqu'en 2040, à minima, il est déjà régi. On ne peut rien y faire. Ce qui fait que, et c'est ça aussi qui est difficile pour se mettre en mouvement, c'est de se dire, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas voir les résultats concrètement aujourd'hui, on va le voir dans 20, 30 ans, 40 ans. Et donc par rapport à ça, il y a plein de scénarios qui ont été faits, notamment avec le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, qui publie régulièrement des rapports. Ce qu'il faut se dire, c'est que probablement, à la fin du siècle, on sera à plus 3,2 à plus 5,9 degrés d'augmentation. J'élimine le scénario bas, qui reste à peu près à plus de degrés, tout simplement parce que ce scénario implique, qu'on arrête tout de suite d'émettre, et 2, qu'on ait des technologies suffisamment performantes et à grande échelle pour absorber le CO2 dans l'atmosphère, qui a déjà été émis. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas en voie de le réaliser. Et le scénario haut, je l'élimine aussi, qui est à plus 7 degrés, tout simplement parce que scénario haut, il impliquerait de cramer tout ce qui nous reste de pétrole, ce qui reste sous l'Antarctique, ce qui reste sous l'Arctique, ce qui reste dans le Groenland, etc.
Et bon, on espère ne pas arriver jusque-là, mais il y a quand même assez peu de chances qu'on arrive jusque-là. Donc ce scénario-là aussi, on l'écarte. Donc voilà pour donner un ordre d'idée de ce que ça implique. Du coup, la transition énergie-climat, elle est clé là-dedans, et elle va agir à deux niveaux. Elle va agir au niveau des risques climatiques, tout simplement parce qu'avec l'évolution du climat, on va mettre sous contrainte nos infrastructures, que ce soit de transport, de télécommunications, du fonctionnement de l'industrie. Et en fait, aujourd'hui, les infrastructures ne sont pas prêtes à subir ces changements-là. Et la deuxième chose sur laquelle on va agir, c'est le système économique, à plein de niveaux différents. Et parmi les différents éléments qu'on peut retrouver dans le système économique, il y a le numérique. Et c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Le numérique, en fait, c'est quelque chose qui est un peu paradoxal. C'est d'un côté, c'est un réel outil pour pouvoir limiter les impacts, et de l'autre côté, c'est un défi. Alors on va voir en quoi c'est un outil, on va voir en quoi c'est un défi. Tout d'abord, le numérique, aujourd'hui, c'est un levier de développement économique et social. Dans les sociétés qui sont développées, c'est un outil pour générer de la croissance, et dans les sociétés en voie de développement, c'est un outil pour pouvoir rattraper le retard de développement qu'elles ont par rapport aux sociétés développées. Et deuxième chose, le numérique, c'est un outil qui est génial quand on supervise à grande échelle pour réduire la consommation d'énergie. Alors je pense au système de transport, je pense au système d'énergie, aux infrastructures, etc. Ou même au pilotage, là on parle d'industrie 4.0. C'est vrai que voilà, c'est une manière de pouvoir réduire les coûts, de pouvoir réduire l'impact énergétique des systèmes. Sauf que la croissance du numérique aujourd'hui, elle est insoutenable. C'est-à-dire que ça représente 4% des émissions de CO2 sur la planète, ça représente 8% de la consommation d'énergie mondiale, et aujourd'hui on a une croissance de 8% par an. Donc avec ce rythme de développement-là, c'est pas tenable à terme. D'autre part, si on faisait un concours d'émissions de CO2, de celui qui émet le plus de CO2, en 1 on a la Chine, qui est le premier pays émetteur, en 2 on a les États-Unis, et si le numérique était un pays, ce serait le 3e pays à émettre du CO2. Je vais faire un petit aparté sur la Chine et les États-Unis, parce que pour donner une idée, la Chine est effectivement le plus gros émetteur, le pays le plus gros émetteur d'émissions de CO2. Par contre, le pays le plus émetteur de CO2 par habitant, c'est les États-Unis. En fait, si la Chine émet plus que les États-Unis, c'est juste qu'ils sont plus nombreux, 1, et 2, c'est parce qu'ils portent toute l'industrie, c'est l'usine mondiale, tout simplement. Toute notre production, qu'il soit de vêtements, d'outils numériques, de tout ce qu'on veut finalement, est produite en Chine. Donc c'est normal aussi que la Chine émette plus. En plus, ils ont une énergie qui est relativement carbonée avec l'utilisation en masse du charbon. De quoi dépendent les émissions qui sont liées au numérique? En fait, elles sont surtout liées aux usages et très peu aux avancées technologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avancées technologiques, même à court terme, l'impact il est nul pour limiter les émissions du numérique. C'est vraiment sur les usages qu'on va jouer. Pour vous donner une idée, on a les applications, les sites web, les logiciels, les outils, le cloud, etc. En fait, tout ça c'est discret, c'est invisible. On a l'impression, pour l'utilisateur, à chaque fois on utilise une interface. C'est facile, c'est simple, ça va tout seul. Et on se dit, mais c'est génial, moi je recharge juste à brancher mon téléphone, juste à brancher mon ordinateur ou à brancher ma machine qui est reliée à un outil numérique. Et c'est tout, en fait, finalement, ça consomme peu. Ça, c'est une idée reçue. Derrière, on a besoin de toute une infrastructure pour faire tourner ces outils numériques. On a besoin de fermes de serveurs, on a besoin d'énergie pour faire tourner les fermes de serveurs, on a besoin d'extraire en masse des métaux rares dont il y a un réel risque de pénurie au cours du siècle à venir. On a besoin d'industrie pour fabriquer ces fermes de serveurs et on a besoin de toute une infrastructure déployée à grande échelle avec des réseaux de milliers de kilomètres de cuivre, etc. Donc on se rend compte qu'il y a un réel impact derrière et ça c'est ce qu'on va appeler des effets rebonds. Les effets rebonds, c'est dire ça c'était pas inclus, ça c'était pas inclus, et en fait à chaque fois qu'on va ajouter une brique numérique, il va y avoir des effets rebonds qui vont se produire derrière. Pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter un effet rebond, si vous envoyez un mail avec une pièce jointe et que le mail fait 1 méga, c'est comme si vous laissiez une lampe éclairée pendant 1 heure. Deuxième exemple d'effet rebond, quand vous postez un selfie sur Instagram ou WhatsApp, c'est comme si vous laissiez allumer une lampe pendant 6 heures. Autre exemple, quand vous regardez pendant 10 minutes une vidéo en HD sur un smartphone, c'est comme si vous allumiez votre four à fond pendant 5 minutes. C'est la même consommation d'énergie. Et autre exemple aussi, c'est la vidéo Gangnam Style
que la plupart d'entre vous connaissent peut-être, qui a fait 3 milliards de vues. En fait, la vidéo, avec ces 3 milliards de vues, a consommé l'équivalent de la production d'une petite centrale électrique pendant un an. Et en bonus, là on ne parle pas d'effet rebond, on parle d'effet direct. C'est les panneaux numériques qu'on peut voir dans les villes, dans les rues, qui en fait consomment en temps réel l'équivalent d'une à 3 familles de 4 personnes. Ça, c'est un peu une aberration. Premier message qu'il faut retenir tout ça, c'est que la dématérialisation, ce n'est pas automatique. C'est vraiment important de se poser la question, est-ce qu'il faut dématérialiser ou non? Sachant que dans beaucoup de cas, il s'est avéré que le coût de la dématérialisation, le coût énergétique, l'empreinte énergétique de la dématérialisation était autant, voire plus conséquent qu'un modèle matérialisé. Deuxième message, c'est que dans une entreprise, la transition numérique et la transition énergie-climat doivent être prises de manière systémique. On ne peut plus traiter l'une sans l'autre. Et du coup, comment on fait pour pouvoir traiter cette transition-là, la transition numérique, en intégrant la transition énergie-climat? Ce qu'on appelle la sobriété numérique. La sobriété numérique, elle a quand même des bénéfices et qui sont importants. Premièrement, c'est chacun de nous a une responsabilité écologique. À titre individuel, l'État a une responsabilité écologique, enfin l'ensemble des États, d'un point de vue de la société, et les entreprises ont également une responsabilité écologique. Donc, déployer la sobriété numérique pour une entreprise, c'est aussi se mettre en face de sa responsabilité écologique. Deuxième chose, c'est des gains économiques. Finalement, l'approche sobriété numérique, c'est une approche lean. C'est faire mieux avec moins, c'est moins de puissance, c'est être au plus juste du besoin et pas surdimensionné. Donc ça, pour les entreprises, de déployer la sobriété numérique, c'est un réel gain économique et c'est un gain économique qui est fort et direct. C'est quelque chose qu'on peut mesurer rapidement. C'est anticiper la législation, tout simplement parce que la croissance numérique n'étant pas soutenable, dans 5, 10, 15 ans, il y aura sûrement des législations qui vont être relativement fortes dans ce domaine. L'apprendre tout de suite, c'est anticiper la législation future, et donc un gain d'énergie, un gain économique également. Et enfin, c'est une préoccupation citoyenne, où les gens sont de plus en plus sensibles à ce genre de sujet, et finalement, ça devient aussi un critère de recrutement de dire je vais dans telle ou telle entreprise parce qu'elle prend plus à cœur le sujet lié à la transition énergie-climat. Donc ça permet à l'entreprise de se mettre en phase avec les préoccupations citoyennes. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, la sobriété numérique, aujourd'hui à court terme, ne peut être permise si et seulement si elle est plus sobre. En gros, aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut réduire, il faut avoir une approche lean, il faut être au plus juste, il faut avoir moins de puissance, moins de stockage, réduire les usages superflus. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour pouvoir aborder la question. La technologie, à court terme, n'est pas mature, ou pas suffisamment mature, ou en tout cas pas suffisamment, ne permet pas des gains suffisamment importants pour qu'elle ait un impact fort. À moyen, long terme, peut-être, mais on n'a pas le temps d'attendre. Donc, comment ça se passe? La première chose, c'est que les entreprises doivent intégrer l'impact environnemental dans chacun comme critère de décision. Je suis une DSI, je suis une entreprise hors du numérique qui a besoin du numérique pour se développer. J'ai besoin d'un outil numérique quel qu'il soit. Je vais prendre l'impact environnemental comme critère de décision pour, par exemple, choisir la solution numérique que je vais prendre, pour choisir l'entreprise avec laquelle je vais travailler. Il y a aussi une question d'éthique derrière. Ça incite, en tout cas, ça oblige à mesurer l'empreinte carbone des projets numériques. Alors sur ce sujet-là, malheureusement, on est encore qu'au début, c'est relativement artisanal le fonctionnement, c'est-à-dire que l'empreinte carbone doit être à chaque projet, on va aller chercher tous les éléments, on va aller creuser tous les effets rebonds qu'il peut y avoir, et en fait, il n'y a pas de base de données qui existe aujourd'hui en disant j'ai tel projet numérique, c'est ça l'empreinte carbone qu'il y a derrière. C'est une recherche qui doit être faite artisanalement et qui est propre à chaque projet. Maintenant, il y a des démarches qui ont été faites, notamment du point de vue du gouvernement et au niveau de l'ADEME, qui est une agence pour l'environnement et le climat, et qui, eux, poussent la création de bases de données open source dans le numérique pour pouvoir échanger des informations sur l'empreinte carbone d'outils soit de stockage, des outils numériques de manière générale. C'est mesurer et réduire les impacts du système d'information.
Aujourd'hui, les systèmes d'information, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'usages qui sont superflus. On se rend compte que on ne mesure absolument pas l'empreinte énergétique et on se rend compte qu'il y a un surdimensionnement fréquent du système d'information par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc en fait, c'est comment on va mesurer ça, comment on va réduire l'empreinte énergétique directe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va rentrer dans une phase où il va y avoir une contraction énergétique. Cette contraction énergétique va faire gonfler les prix de l'énergie. Donc une entreprise qui ne réduit pas son impact énergétique au niveau de son système d'information aujourd'hui, c'est une entreprise qui va avoir de fortes sources de coûts demain à maintenir son système d'information, parce qu'énergivore. Augmenter la durée de vie du matériel. Pour donner un ordre d'idée, la majeure partie des émissions de carbone et de l'empreinte énergétique de tout matériel numérique, en fait, ça vient de la fabrication. Pour donner un ordre d'idée, le smartphone va très loin, puisque 90% des émissions et de l'empreinte énergétique d'un smartphone, c'est sa fabrication, et 10% seulement son usage. Donc en augmentant la durée de vie du matériel, que ce soit PC, smartphone, télé, que ce soit serveur, que ce soit tout ce qui est numérique finalement, on va largement diminuer l'empreinte énergétique et l'empreinte carbone. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui dans les entreprises, en moyenne, un smartphone, ça a une durée de vie de 2 ans et demi et un ordinateur de 3 ans et demi. En augmentant juste la durée de vie des smartphones à 3 ans et demi et des PC à 5 ans et demi, on fait un gain de 40% sur l'empreinte énergétique des outils. Réduire la quantité de données stockées. J'aime bien ce terme-là, minimum viable data, calé sur le minimum viable product, qui est le produit minimum viable. Là, on est sur les données minimum viables. Il y a une question d'éthique aussi derrière, c'est de se dire quelles sont les données minimum viables que j'ai à mettre en place et à utiliser pour que mon outil soit fonctionnel. Et puis la sobriété, ça passe également par l'UI et l'UX. Alors pour l'UI, pour des interfaces plus sobres, tout simplement, pour des questions assez simples, évidentes dans un premier temps, c'est de dire par exemple sur un site web, s'il y a beaucoup d'images, c'est plus lourd à charger que si vous avez juste du texte. C'est valable pour tout, le fait de réduire, c'est aussi une question, j'ai pas parlé au niveau du système d'information tout à l'heure, mais des éléments techniques, comme le choix des protocoles de communication entre les serveurs, les clients, comme le choix des protocoles de communication entre un objet connecté et une appli ou un site, etc. En fait, tous ces éléments-là vont réduire l'empreinte énergétique. Et puis l'ergonomie. Pourquoi l'ergonomie ? Tout simplement, le fait de dire, par exemple, il y a des applications aujourd'hui qui sont connectées avec un dispositif ou qui sont connectées à un serveur, etc., où on ne va pas se poser la question de dire on va limiter les échanges et on va couper la connexion entre les deux quand il n'y en a pas besoin. Ça, on ne se pose pas vraiment la question aujourd'hui. Et en fait, c'est un gain qui est énorme. Et globalement, si on a un design et une ergonomie plus sobre au niveau des interfaces, que ce soit web, que ce soit mobile, que ce soit des outils numériques en général, je suis non seulement convaincu que l'empreinte énergétique va diminuer, mais je suis aussi également convaincu qu'on va gagner en efficacité et en pertinence d'information pour l'utilisateur, et donc en expérience utilisateur. Et puis surtout, la sobriété numérique, ça passe aussi par notre usage du numérique, et là c'est à titre individuel. À plusieurs niveaux, c'est donc allonger la durée de vie des équipements. Par ce biais-là, c'est acheter, reconditionner et revendre l'ancien ou donner l'ancien, ou s'il ne fonctionne pas, il y a des gens qui se font vraiment plaisir à reprendre le matériel qui ne marche pas, remettre le nez dedans et essayer d'en faire quelque chose ou de le remettre en état. C'est limiter la vidéo en ligne et le streaming. Pour vous donner un ordre d'idée, Netflix, c'est 20% du trafic Internet mondial. C'est un usage raisonné du smartphone. On ne s'en rend pas compte, mais on passe 3h30 par jour sur nos écrans de smartphone, hors usage professionnel. Pour ça, il y a un outil qui a été développé par une association qui s'appelle The Shift Project, dont je fais partie. C'est une association à Paris dont l'objectif c'est de décarboner l'économie. Et ils ont sorti un petit outil, alors pas très ergonomique, mais qui fonctionne, qui s'appelle Carbonalizer. Il est disponible sous Android et il est disponible en plugin pour Firefox et Chrome, qui permet d'analyser votre usage d'Internet et de votre smartphone. Et ça permet de vous aider à prendre du recul, savoir ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, savoir le temps que vous passez, la quantité de données que vous consommez. C'est un usage raisonné des réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 50% des informations sur les réseaux sociaux qui nous sont inutiles. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est réduire notre usage, c'est aussi améliorer la pertinence du contenu. Il y a plein d'actions qui peuvent être faites pour pouvoir raisonner cet usage. C'est trier ses mails, limiter ses pièces jointes. Idéalement,
dans une vision de sobriété numérique dans une entreprise, on devrait supprimer toutes les pièces jointes. Il ne devrait pas y avoir de pièces jointes envoyées par mail. Et en fait, elles devraient être partagées via le cloud. Mais là encore, et c'est là où c'est délicat, c'est que le cloud aussi, l'usage du cloud aussi doit être limité. Donc oui, pour des documents importants, pour des documents qui doivent être gardés dans le temps, des documents qui doivent être partagés à des clients, des documents qui permettent le travail collaboratif, etc. Par contre, typiquement, éviter les photos de vacances sur le cloud. Éteindre ces appareils. Alors pour ça, il y a une technique extrêmement efficace et simple. C'est on met des multiprises avec des boutons sur tous les appareils électriques de la maison. On allume la multiprise quand on a besoin de l'appareil et on l'éteint juste après l'utilisation de l'appareil. Et ça, en fait, c'est un gain efficace, autant sur l'empreinte énergétique, mais aussi sur vos factures à la fin de l'année. Globalement, pour aller plus loin, donc au-delà de la transition numérique et de la transition climat-énergie, le numérique, aujourd'hui, pousse un peu la culture de l'individualisme à plusieurs niveaux. Tout d'abord avec l'usage des réseaux sociaux, qui est en fait finalement, pour les gens qui utilisent le plus de réseaux sociaux, dans leur vie de tous les jours, ils ont une vie sociale qui est moins intéressante. C'est l'aspect instantanéité. C'est qu'on est devenu intolérant à la frustration. Tout doit venir tout de suite. Quand on envoie un mail, quand on envoie un SMS, quand on envoie un document, etc., on a envie d'avoir un retour tout de suite. Quand on a une information, etc., que ça rame, on n'aime pas ça. Et en fait, réapprendre à être frustré, c'est un point clé. C'est en plus ce qu'on apprend aux enfants quand ils sont jeunes. Et finalement, on est devenus un peu tous des enfants pourri gâtés par rapport à ça. Et le consumérisme, c'est un peu dans la même démarche. C'est de dire, ça c'est un mécanisme très ancien de notre cerveau qui, à une époque, nous a permis de survivre. C'était la demande du cerveau à avoir toujours plus d'informations. Quand on vivait dans les forêts, c'était quelque chose qui était hyper important pour la survie. Parce que plus on avait d'informations sur l'environnement qui était autour de nous, et plus on avait la capacité à survivre, à analyser et à prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, le cerveau, il est toujours câblé de la même manière. Je veux toujours plus d'informations, sauf qu'on lui a donné la possibilité d'avoir toujours plus d'informations. Et en fait, le consumérisme, c'est cet aspect-là. Et ça va même plus loin, c'est que les marketeurs, eux, ont bien compris ces mécanismes-là. Il y a ce qu'on appelle le marché de l'attention. C'est comment on va faire, que ce soit via les publicités, que ce soit via les réseaux sociaux, etc., pour capter toujours plus l'attention de l'utilisateur. Et tout à l'heure, je parlais des panneaux publicitaires numériques qui sont hyper flashy, qui consomment énormément. Ça fait partie du marché de l'attention. C'est de dire, aujourd'hui, il y a plein de panneaux publicitaires dans tous les sens. Eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait inventer de plus pour qu'on espère attirer, ne serait-ce qu'une demi-seconde, l'œil de l'utilisateur, en plus par rapport à tout ce qu'il a autour de lui. Et du coup, on a créé des panneaux lumineux qui sont hyper flashy, qu'on ne peut pas louper du regard. Et puis globalement, le numérique doit être utilisé quand même avec parcimonie, tout simplement parce que ça a un impact aussi sur nos enfants, sur leur santé, sur leur éducation et sur leur apprentissage. Donc, par rapport à tout ça, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est pour un numérique, oui, ça peut être positif sur plein d'éléments, mais un numérique raisonné, que ce soit d'un point de vue climatique, énergétique, de la santé, de l'éthique, etc. Et pour vous guider, si vous avez envie d'aller plus loin encore, je vous invite à lire les travaux du Shift Project sur la sobriété numérique. Il y a eu 3 rapports qui sont sortis. Un sur la sobriété numérique, ce que c'est. Un autre sur l'usage de la vidéo en ligne. Et un 3e rapport intermédiaire sur déployer la sobriété numérique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce rapport, il n'est pas définitif. La version finale du rapport est plus complète, sortira au printemps prochain. Un livre que je vous conseille aussi, c'est Dormez tranquille jusqu'en 2100, qui est plus orienté transition énergie-climat. La fabrique du crétin digital, qui explique comment, en quoi le numérique, ça a un impact aussi sur notre santé, sur notre capacité de concentration. Et le bug humain, qui explique les mécanismes du cerveau, qui fait qu'on fonctionne de cette manière-là aujourd'hui, et de comprendre aussi un peu qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là. Je vous conseille également de voir ces 2 conférences, Jean-Marc Jancovici sur l'énergie et le climat, hyper intéressante, elle dure 2 heures, mais elle vaut le coup. Et Arthur Keller, Les futurs possibles, pour le coup c'est une vidéo qui est beaucoup plus courte, 15-20 minutes, mais qui explique un peu les tenants de l'aspect énergie, climat, les ressources qu'on a, ce qu'on consomme, etc. Et puis vous aurez aussi toutes les références, en tout cas une partie des références sur lesquelles je me suis basé pour faire ces travaux-là. Parce qu'il faut savoir qu'à côté de ça, je fais un autre type de conférence qui est vraiment orienté transition énergie-climat. Donc des éléments, des rapports, aujourd'hui on a plein, c'est facile de trouver les informations. Donc je vous en ai donné à l'appel déjà pour cette partie-là. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute.